Nous vous proposons ce soir de retrouver ou découvrir Pierre Macorlan. Nous allons essayer de vous le raconter, mais sûrement de façon incomplète. En effet, plus nous avons cherché, plus nous avons trouvé de quoi alimenter 2, voire 3 soirées. Et il a bien fallu faire des choix, forcément subjectifs. Allez, Pierre Macorlan, ses livres, ses films, ses chansons, ses amis, c'est maintenant. Nous vous souhaitons une bonne soirée. T'as pas faim? Non, j'ai envie de dormir. C'est vrai. T'es bien avec moi? Oh, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je respire, je suis vivant. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça fait un point en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Embrasse-moi encore. Bonsoir. Évidemment, vous l'avez reconnu, Quai des Brumes, Marcel Carné, 1938, Michel Morgan, Jean Gabin, l'une des répliques cultes du cinéma français, dialogue de Jacques Prévert, d'après un livre éponyme, le livre de Pierre Macorlan. Et la musique, Embrasse-moi encore. Maurice Joubert. Je suis devenu un écrivain parce que je n'étais bon à rien. Tout est résumé dans cette phrase. Et pourquoi Pierre Macorlan? L'homme est attachant, multiple. C'est un grand écrivain, un essayiste, grand parolier de chansons. Nous en découvrirons quelques-unes ce soir. Il en a écrit près de 60. Et puis on se pose la question, pourquoi une soirée plutôt qu'une conférence? Le terme de conférence qui est toujours un petit peu empesé, qui est toujours un petit peu dur comme ça derrière un pupitre, je crois ne convenait pas à cet homme. Il a quand même été l'ami de Vlaminck, d'Apollinaire, de Francis Carco, le grand ami de Georges Brassens, une sorte, on dirait maintenant un vieil anard, on le découvrira dans quelques séquences. Et le terme de conférence me semble un peu trop prétentieux pour cet homme aux multiples facettes. Et puis, Pierre Macorlan, dans son œuvre et dans ses films, il a célébré les truands, les prostituées, les marins en goguette, les bistrots malfamés. Donc le terme de conférence me semble un petit peu trop empoulé, on va dire, et une soirée ensemble me semblait bien plus intéressante. Et de Péronne, dans la Somme, où il est né en 1882, à sa mort, à Saint-Cyr-sur-Morin, en Seine-et-Marne, en 1970, sa dernière maison, son dernier port d'attache pour cet amoureux de la mer, on a cherché ensemble, Frédéric et Thierry, à vous évoquer cet homme, vous le faire découvrir, redécouvrir peut-être. Et puis donc, au cours de cette soirée, Frédéric et Thierry vont m'accompagner. Alors, c'est eux qui vont chanter, ce qui n'est pas plus mal par rapport à moi. Et puis, tiens, on va démarrer maintenant, puisqu'on va commencer par la plus célèbre des chansons de Pierre Macorlan, La fille de Londres. Frédéric, ça te dit? Ça te dit oui. Oui. Alors, ça tombe bien, parce que si tu avais dit non, j'aurais bien été embêté, parce que la vidéo qui arrive après, c'est celle qui va illustrer cette chanson avec la musique qui va avec. On t'écoute? C'est parti.
et on enlève la lumière, parce que sinon... Et on la met sur les artistes. Quand tu veux. Ok. Un rat est venu dans ma chambre, il a rongé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dans mon rameau, dans mon vieux Bobby, ne siffle pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri, un Chinois est sorti de l'ombre, un Chinois a regardé l'ombre. Sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à peine fixe juillet sourit. Dans le silence de la nuit, en chuchotant, je lui ai dit: je voudrais, je ne sais trop quoi. Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. Sur son maillot de laine bleue, on pouvait lire en lettres rondes le nom d'une vieille compagnie qui, paraît-il, fait le tour du monde. Nous sommes entrés chez Charlie, à peine fils loin des soucis, et j'ai dansé toute la nuit avec mon shintok ébloui. Et chez Charlie, il faisait jour et chaud. Elle jouait des ibelles sur son vieux piano. Un piano avec des dents de chameau. J'ai grandi joie dans ma chambre. Il a mis le rang à la porte. Il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris dans mes bras tremblants pour le bercer comme un enfant. Il s'est endormi sur le dos. Alors je lui ai pris son couteau. C'était un couteau perfide et glacé, un sale couteau rouge de vérité, un sale couteau rouge, sans spécialité. Ah, merci Fred. C'est très bien. C'est très bien. Je reprends la main. Cette chanson, La fille de Londres, est sûrement la plus célèbre qu'il ait composée. Elle a été écrite en 1952. La musique est de Marceau Verschuren, grand compositeur, grand accordéoniste qui n'a strictement aucun lien de parenté avec André Verschuren, dont vous vous souviendrez peut-être au niveau du musée. Elle a été interprétée pour la première fois par Germaine Montero, une grande artiste dont nous reparlerons un petit peu plus tard vu la carrière exceptionnelle qu'elle a faite. Et puis Monique Morelli, également, qui elle était beaucoup plus engagée dans ses chansons. Catherine Sauvage, Juliette Gréco et bien d'autres. Le texte, vous l'avez entendu, complexe, surréaliste, plein de symboles. Et la dernière phrase est assez énigmatique. Mais là, on est bien dans l'univers de Pierre Macorlan. On en redécouvrira même dans des textes publicitaires. On ne sait pas trop où il va, mais c'est là que l'on voit que c'était quand même un très grand écrivain, bien méconnu maintenant et un peu trop oublié. Dans cette soirée, nous entendrons deux autres titres de Pierre Macorlan. La chanson de Margaret. Alors là, on est dans la pathos absolue, en récitatif, et les progrès d'une garce.
cette chanson sur des rythmes de Java qui clôturera ce modeste hommage. Et nous entendrons également interpréter par nos deux amis 2 chansons de Georges Brassens, l'un des plus grands amis, un des potes, vraiment, le compagnon de Pierre Macorlan. Alors revenons quand même à Pierre Macorlan. De son vrai nom, Pierre Dumarchais. Il est né à Péronne le 26 février 1882, fils de Pierre Edmond Dumarchais, militaire de carrière, et il eut un frère, Jean. Tous deux entretenaient des relations difficiles avec leur père, à tel point qu'ils furent confiés en tant que pupilles à la garde de leur oncle, Hippolyte Ferrand, professeur d'histoire. Et les relations n'étaient pas meilleures avec cet homme austère et autoritaire. La rancune du jeune Pierre se traduisit par la publication d'ouvrages érotiques à partir de 1909 sous le nom de Pierre Dumarchais ou d'autres pseudonymes, donc près de 25 ouvrages. Et vous remarquerez qu'il semblait quand même assez attiré par un genre littéraire, même érotique, assez particulier. On est un peu sur du sadomasochisme. Alors ça devait être très soft, parce qu'on est en 1909, et que donc la censure devait vraiment bien veiller. Mais les grandes flagellées de l'histoire, la comtesse au fouet, la lisse fessée, on peut imaginer tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. J'en ai regardé quelques-uns, enfin j'en ai lu quelques passages, pas très intéressants, mais il était très jeune. Et heureusement, il a fait des choses bien plus intéressantes après, on en reparlera. Il y en a une autre aussi, d'autres. La petite dactylo, on imagine la petite dactylo qui n'est pas très gentille et qui se fait punir, et le maître d'école, là aussi. Et puis, pendant la Révolution, là, c'était... je vous passe. Voilà les 2, Sadi Black Eyes. Là aussi, on est quand même sur du subliminal assez intéressant. On va passer là parce que vraiment, il y a autre chose de beaucoup plus intéressant, mais ça explique un petit peu son parcours. D'abord, partir d'où il était, s'échapper, et puis aller quelque part. Et là, il quitte Orléans, où il vit, pour entrer à l'école normale. Mais à 17 ans, il s'enfuit, et il va à Montmartre. Et il arrive à Montmartre en 98. Alors là, vous allez voir une petite vidéo avec Macorlan qui parle et qui raconte un peu cette période. Comme le son n'est pas très bon, je vous ai mis le texte que vous pourrez suivre en même temps. Voici Macorlan. J'ai pas connu la vitesse des Japonais, c'est pour ça que Montmartre n'avait pas été confusé. J'ai resté peu de temps, 1 an et demi. J'étais à touche, j'avais pas de vêtements, j'avais pas de public. Eh bien, je me souviens, je me promenais sur le boulevard de la Soir, plein d'hiver et neigeait, avec des escadrilles à Vichy, un veston qui avait été reparlé dans un veston de gamin, et qui, sur le dos, était donné à part veston, c'était le gamin qui avait un affaire répondu, oui. Donc, sans pas fenêtre, c'est-à-dire quand elle est habillée comme ça, les humiliations flottes à la clé, vous ne pouvez pas leur répondre. Il est parti par là-dessus. Cette image de Macorlan, vous voyez, il y a ce béret qui est quand même assez symptomatique, ce béret un peu écossais avec le ponchon. C'est l'image qu'on garde de lui quand, vers la fin de sa vie, il avait adopté ça. Et la première diapo que vous avez vue en arrivant, il était avec un perroquet. On lui avait offert un perroquet. Et lors d'une visite à Saint-Cyr-sur-Morin de sa maison, la guide nous avait expliqué que ce perroquet, il n'avait pas vécu longtemps parce qu'il avait été beaucoup nourri avec du jambon et de la charcuterie, ce qui n'est pas le régime favori des perroquets. Donc il n'a pas vécu longtemps, mais dans le jardin de Saint-Cyr-sur-Morin, il y a une petite tombe à l'effigie avec le perroquet. Mais voilà le genre de bonhomme que c'était. Donc, nous venons d'entendre l'entendre qui vient d'évoquer Vlaminck. Mais de cette période montmartroise, il ne gardera pas un très bon souvenir. Mais cela lui permettra de rencontrer, de se lier d'amitié avec Apollinaire, Francis Carco ou Blaise Cendrars en fréquentant le cabaret du Lapin Agile. C'est quand même une belle chose. Excusez-moi. C'est que de l'eau. Enfin, je pense, parce que je vous dis, aux répétitions, il n'y avait pas de l'eau. Ça c'est autre chose. C'est vraiment de l'eau. Oui, c'est de l'eau.
Oui, c'est de l'eau, monsieur. C'est de l'eau, bah oui, mais j'ai le droit de le boire. Oui, tu as le droit de boire, bien sûr. Alors, quand on boit, on est aussi dans des bistrots. Tu parlais tout à l'heure de Brassens. Ouais. Et Brassens, qui était un gros copain de Macorlan, a composé une chanson qui s'appelle Le Bistrot. Et c'est vrai que c'est vraiment dans le thème de Brassens et de Macorlan de chanter une chanson sur les bistrots, qui s'appelle Le Bistrot. Là, c'est la période de Montmartre. Et puis, tu parles des bistrots, de Brassens. Et bien, figure-toi que j'ai encore... c'est terrible. Ça, c'est beaucoup de travail de répétition quand même. Hein. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille. Et en visioconférence, parce qu'on est quand même à 600 km d'écart. Hein. Et donc, parce que nous, on vient de Nord. On vient du nord de la Loire, on vient de Seine-et-Marne. Et donc... On ne peut pas habiter à Cavagnac, entre autres. Oui, mais on a des choses en Seine-et-Marne. Enfin, bon. Et donc, comme on a bien répété, on a là une petite... j'ai fait un petit montage vidéo avec une... alors, c'est pas un film de Macorlan, vous verrez, c'est extrait de Porte des Lilas, dans lequel il y a Brassens qui joue, et il y a des merveilleux acteurs. Et puis Thierry, on a répété, c'est bien. Normalement, on devrait y arriver. On devrait y arriver. Tu accordes... c'est bon? Ça devrait aller. Ça devrait aller? Tu me dis quand tu veux. Quand tu veux. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy, le néctar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier, qu'une armure d'acier, matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de lin, populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent en rang comme des harengs, voir en face la belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse. Que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines, valasse, si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace, avec ses appâts du haut jusqu'en bas, bien en place. Ces trésors exquis qui les embrassent, qui les enlacent, tout ça c'en est trop, tout ça pour ce gros dégueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on y fasse? L'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien en place. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de gestes ou gare la casse. Car sa main qui claque, pudie d'un flic-flac, les audaces. Certes, il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse. Pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace, qui fera dans le dos des cornes à ce gros dégueulasse. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge à fée, un palace. C'est beau. Porte des Lilas, vous avez reconnu Pierre Brasseur, Raymond Bussière, vous êtes le patron de bistrot, et Dany Carrel, vous êtes la femme. Dany Carrel, j'ai regardé, qui vit encore, il est très 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 âgé, mais cette femme vit encore, qui est très bien. Porte des Lilas, grande chose en noir et blanc. On recommence, on continue. Georges Brassens a dit de Macorlan, il donne des souvenirs à ceux qui n'en ont pas. L'œuvre littéraire de Pierre Macorlan est très importante. Elle compte près de 80 ouvrages.
Comment choisir? Voici quelques-uns de ses ouvrages sur fond de ses éditions complètes. Alors, Quelle est brume, La tradition de minuit, on en reparlera, Marguerite de la nuit, on en reparlera, mais Les filles et les ports d'Europe, Les quêtes, tous les départs, Les poissons morts, on va en parler assez longuement parce que c'est sur la guerre et c'est des écrits extrêmement forts. Brest, évidemment, tout ça, ça évoque bien les ports, la marine et tout ce qu'il aimait. Et à bord de l'Étoile matutine, vous voyez, avec la corde de pendu, c'est jamais très rigolo, c'est toujours des destins un petit peu sombres. Pierre Macorlan a quand même a été reconnu par ses pairs puisqu'il a été élu à l'Académie Goncourt. Il était jury du prix Goncourt et il a été élu face à Joseph Kessel, ce qui est quand même pas rien. Et élu en 1950, il y tiendra le 10e couvert. L'Académie Goncourt, c'est 10 membres et ils tiennent ce qu'on appelle un couvert. Alors, ils succèdent, c'est à vie, et quand l'un décède, un autre est élu par les 9 autres. Et il obtient le numéro du couvert de son prédécesseur. Ils se réunissent évidemment, vous le savez, au restaurant Drouan pour nommer ce fameux prix Goncourt, ce qui va arriver bientôt. Ainsi, Pierre Macorlan a succédé à Lucien Descaves, qu'on ne connaît pas trop, mais en 1970, son couvert a été repris par Françoise Mallet-Joris, et maintenant il est tenu par Pierre Assouline. À l'occasion de la sortie de son livre « Les chansons de la vieille lanterne », qui est un recueil de poèmes et de chansons, il l'a dédicacé et envoyé à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, toujours très bien élevé, lui a écrit cette lettre le remerciant de lui avoir adressé ce livre. Mon cher maître, que de sel, de poivre, de talent dans les chansons de la vieille lanterne. Si depuis toujours, la pègre, la cloche, la cour des miracles ont inspiré de vrais poètes, quel charme c'est pour elles et pour nous qu'elles aient trouvé pour chanter leurs chansons un des plus vrais poètes qui furent jamais, Pierre Macorlan. En vous remerciant de m'avoir adressé et dédicacé ce livre magnifique, je vous demande de croire, mon cher maître, à mes sentiments d'admiration fidèle et dévouée. Signé Charles de Gaulle. Sans faire de politique, c'était l'époque où les présidents de la République, avec la culture, ne savaient. Mais bon. La chanson réaliste. On ne peut pas évoquer Macorlan sans parler de la chanson et plus particulièrement de la chanson réaliste. Aristide Bruand est certainement l'inventeur de ce genre musical. On y chante le sort tragique des ouvriers exploités, des malfrats et des filles perdues. Ces chansons seront pour la majeure partie interprétées par des femmes. Damia, Fréhel, et plus tard Édith Piaf, et Juliette Gréco par exemple. Sur le thème de la prostitution, Georges Brassens a composé un hommage aux filles de joie. Là, en duo, Fred et Thierry vont nous la faire partager. De bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois nous appellent les filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire le 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guibolles, parole, parole. C'est fatigant pour les guibolles.
Non seulement on a des corps, Non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore des œils de perdrix, mais encore. c'est fou ce qu'on use de drôles paroles, paroles. C'est fou ce qu'elles usent de drôles. Y a des clients, y a des salauds Il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau. qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elles les cajolent. Paroles, paroles. Faut pourtant qu'elles les cajolent. Qu'on leur fasse la courte échelle Qu'elles leur fassent la courte échelle pour monter au 7e ciel. pour monter au 7e ciel. Les sous, croyez pas qu'on les vole. Paroles, paroles. Les sous, croyez pas qu'elles les volent. On est méprisé du public, Elles sont méprisées du public. on est bousculé par les flics Elles sont bousculées par les flics et menacées de la vérole. Paroles, paroles. Et menacées de la vérole. Bien toute la vie on fasse l'amour, Bien que toute la vie elle fasse l'amour, qu'on se marie 20 fois par jour. qu'elle se marie 20 fois par jour. La noce c'est jamais pour leur fiole. Parole, parole. La noce c'est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, Fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vigne casserole. parole, parole, la pauvre vigne casserole. Il s'en fallait de peu mon cher, Il s'en fallait de mon cher, que cette putain ne fût ta mère. que cette putain ne fût ta mère. Cette putain dont tu rigoles, Parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Parler de Macorlan et de ses chansons sans parler de Germaine Montero serait une très grave erreur. On pourrait croire, bon, c'est une chanteuse, voilà, des chansons de Macorlan, une chanteuse populaire, mais quand on regarde sa carrière, que je vais vous décrire rapidement, on voit que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Elle est née à Paris en 1909, elle débute comme comédienne en 1932 à Madrid en jouant Federico García Lorca. Revenue en France en 1938 suite à la guerre d'Espagne, elle jouera à Nouilles, Brecht. Après la guerre, elle participera au premier festival d'Avignon créé par Jean Vilar, aux côtés de Gérard Philippe et de Jeanne Moreau. Elle jouera dans des films dirigés entre autres par René Clément, André Hunebelle, Henri Verneuil et Roger Vadim. Et parallèlement, elle chante. Et elle enregistre Prévert, Bruant et donc les chansons de Pierre Macorlan. Durant les années 20 et 30, Macorlan poursuivit ses activités de grand reporter, écrivant notamment des articles pour Paris Soir de Pierre Lazareff et le journal Détective, qui, racheté par Gaston Gallimard, était dirigé par Georges, le frère de Joseph Kessel. Pierre Macorlan voulait être dessinateur. À Montmartre, où il réside, et il en vit mal, et même très mal, il essaye de placer ses dessins, les présente grâce à Roland d'Orgelès à Gus Boffa, directeur de la revue Rire. Mais Boffa n'est pas convaincu. Et il a remarqué les légendes des dessins. Déjà, il avait remarqué le côté littéraire de Pierre Macorlan pour rédiger des petits contes dans la revue, et ce sera le début de la carrière d'écrivain de Pierre Macorlan. Nous voyons ici la couverture d'un livre, Les Bourreurs de crâne, recueil de contes et portraits qui mêlent humour et sarcasme et mélancolie avec la fantastique sociale. Toujours la fantastique, toujours un peu le surréaliste, toujours le social évidemment. Marque de fabrique de l'écrivain de Macorlan que j'évoquerai pour un de ses écrits sur la guerre. Macorlan a également inventé des personnages de bande dessinée. Ici, nous voyons les aventures de Fripp et Bob, créé en 1910 pour l'almanach Nodo. La particularité de cette BD, cette bande dessinée, est être l'une des deux premières à paraître en France en comportant, quoi donc, un texte dans des bulles. Jusqu'à présent, les textes étaient en bas de cellules, en bas de dessins, et là,
Alors, je ne sais pas qui a inventé ce thème, mais les bulles qui maintenant sont évidemment, on ne voit plus que ça. Mais donc on est là dans l'une des premières bandes dessinées à apparaître avec cette façon de faire. Il va même composer des textes à vocation publicitaire. En voici un exemple. C'est un catalogue pour la Grande Maison du Blanc, place de l'Opéra à Paris. Et je vous laisse découvrir ce beau texte que j'ai demandé à mon ami Jean-Charles, qui est en voix off, de commenter et de nous faire. Les goélettes, dont les voiles pavoisent la mâture, et les avions colombes, dont les hélices déroulent les blanches spirales du vertige, se dirigent irrésistiblement vers le pays de l'éternelle innocence, qui ne pardonne jamais. Oui, la publicité en ce moment... Il lave plus blanc que blanc. Voilà, maintenant c'est à peu près ça. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque c'était autre chose. Ah, c'était autre chose, surtout pour un catalogue de blanc, de sortir de telles choses, c'était... Bon, voilà. Je voulais vous le montrer parce que on est bien dans la lignée un peu, et puis là il fallait bien manger, je suppose aussi que de faire de la publicité, il fallait bien se nourrir, et donc il fallait bien cacher, mais quand même, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas des rimes pauvres et autres, et donc on sort des textes comme ça. Alors, on a vu la chanson, on a vu la littérature, et évidemment le cinéma. Le cinéma, c'est aussi une belle histoire, une grande histoire. Et 4 films seront tirés de ses romans, et il collaborera comme scénariste à 5 autres. Voici les films inspirés de ses romans, en plus de Quai des Brumes, déjà évoqué en début. La tradition de minuit. Film de 1939, réalisé par Roger Richebey et Raymond Rouleau, avec Viviane Romance, Marcel Dalliot et Pierre Larquet. Alors le pitch, une nuit, 5 personnes qui ne se connaissent pas sont convoquées par un appel téléphonique dans la salle déserte d'un bal musette. Ils y découvrent le corps d'un homme et chacun est amené à suspecter l'autre. Marguerite de la nuit, Claude Autant-Lara, 1955, Michel Morgan, Yves Montand, et là on est dans Faust, c'est Faust revisité. Montmartre, 1924, dans un meublé de la place du Tertre, un vieillard achève tristement sa vie, mais il s'appelle Faust, et ce nom entre tous est fait pour donner de l'espoir aux vieux messieurs. Avec Marguerite dans la nuit, dans le Paris des années 20, Pierre Macorlan a écrit l'un des plus célèbres de ses contes insolites, où excelle son génie poétique. Excusez-moi. Un autre film que je vous ai mis, c'est La Bandera. Annabella, Jean Gabin, Julien Duvivier. Et il est tiré toujours du même nom, de ce même roman de Pierre Macorlan, publié en 1931. Le film est sorti en 1935. Il y raconte la fuite d'un homme, Jean Gabin, coupable d'un meurtre qui se réfugie dans la Légion étrangère. Poursuivi par un indique, Robert Le Vigan, attiré par la prime donnée pour sa capture, et Annabella, il joue le rôle d'une prostituée. J'ai retrouvé la bande-annonce de l'époque. C'est coquet, c'est bien, c'est un peu long, mais ça rend bien comment on présentait les films à l'époque. Je vous laisse un petit peu avec Gabin et la Bandera.
pas, moi, on peut rien m'approcher comme légionnaire. Parce que je me suis engagé, c'est pour être tranquille. Et j'ai le droit de faire d'autres droits que celui de venir. Je me sers de la discipline librement acceptée. Tiens, par curiosité, vive les pompes. Et on a fait ça des Richelieu. Alors, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine sur un écran dans la région. Ça fait longtemps qu'il n'est pas passé au cinéma. C'est assez curieux cette ambiance, cette bande-annonce, mais on est bien dans un univers. On voyait le film 2 fois, quoi. Quand on allait le voir, on voyait le film 2 fois, pratiquement. Hein. Oui, c'est ça, la bande-annonce était aussi dans le film. La guerre. Macorlan fut mobilisé en 1914, blessé en 1916. Il publia en 1917 un livre intitulé « Les poissons morts ». Ce livre subit une vive critique de la part d'historiens, car il semblait décrire la guerre comme une grosse plaisanterie, une grosse farce. Alors que ce livre de Pierre Macorlan introduisait le fantastique social en parlant de la guerre comme un théâtre de massacre, ce qui nous fait comprendre l'admiration que lui portaient entre autres Boris Vian et Louis-Ferdinand Céline. Un match d'un homme de 70 kilos contre un obus de même poids est sans discussion une des inventions les plus sottes de notre temps. Toute la guerre de 1914 est établie sur ses proportions. Cette expérience démontre chez les hommes une inconscience inquiétante. Macorlan sur la guerre. La guerre encore. Pourquoi ce titre, Les poissons morts? Macorlan parle dans ce livre des poissons morts qui flottent sur la Meuse, victimes collatérales, et il est curieux qu'il fasse dans l'extrait que je vous livre maintenant un parallèle avec un livre d'Edgar Allan Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym. J'ai revu les poissons morts, la Moselle charriant ses poissons ventre laiteux, dont les écailles mortes ne brillaient plus au soleil. Je fus peut-être le seul à m'émouvoir de ce fait et à considérer cette déroute aquatique à la manière d'un conte d'Edgar Allan Poe. Mais, à
À cette époque, j'étais déjà hanté par les aventures d'Arthur Cordenpel. 2 années de campagne ne m'ont pas gâté cette admiration un peu timide pour les impasses et les portes closes. Ce livre raconte l'histoire d'un jeune garçon qui embarque sur un navire qui va subir tempête, mutinerie, naufrage, cannibalisme, trahison, et dont les survivants finiront par se perdre dans l'océan Antarctique, enveloppés dans une silhouette voilée gigantesque et blanche. Le rapprochement entre la guerre et ses horreurs avec ce récit est évident. Étant personnellement admirateur de livres d'Edgar Poe, de la littérature d'Edgar Poe, je me suis permis de faire ce rapprochement moi aussi et de vous le faire partager. En 1928, Pierre Macorlan a dépeint dans un livre, Images secrètes de Paris, les bas-fonds parisiens comme personne. Ce livre a été illustré par Gustave Assir. Il y est décrit le monde interlope des marlous, des filles, la nuit dans les quartiers chauds. Il nous offre un tableau des prostituées, des virées nocturnes dans les maisons closes, des bars mal famés, et le panorama des lieux qui s'animent la nuit. C'est le Paris canaille des Macorlan qui se dévoile avec le contraste entre le monde ordinaire et le monde louche. Il écrira aussi La nuit où bouge, toujours dans la même veine. Outre La fille de Londres que l'on a entendue en début de soirée, l'une des plus belles chansons qu'ait écrite Macorlan est la chanson de Margaret. Cette chanson de 1936 est un exemple parfait de la chanson réaliste. Rien ne va, tout est sombre, pas de révolte, que du fatalisme et des regrets. Pour illustrer ce thème, donc, je vous propose d'entendre justement cette chanson, la chanson de Margaret en récitatif, interprétée par Frédéric et Thierry. C'est rue de la Crique qu'elle a fait ses classes, au Havre dans un bar tenu par Chloé. C'est à Tampico, au fond d'une impasse, qu'elle a trouvé un sens à sa destinée. On dit que l'argent c'est bien inodore, le pétrole est là pour vous démentir, car à Tampico, quand ça s'évapore, le passé revient, qui vous fait vomir. Oui, j'ai laissé là mes joies innocentes. Oui, à Tampico, je me suis défleurie. Je n'étais alors qu'une adolescente, beaucoup trop sensible à l'état profit. Les combinaisons ne sont pas toujours bonnes. Comme une vraie souris, je fais des dollars. Dans ce sale pays où l'air empoisonne, la marijuana me fout le cafard. On l'encourageait. Elle envoyait de drôle. Elle vidait son verre en fermant les yeux. Elle avait fait le plein, elle voyait le pactole, et les connaisseurs trouvaient ça curieux. Une fille de 20 ans, c'est pour la romance, et ses agréments semblaient éternels. Mais par-ci par-là, quelques dissonances lui ont mis un coup dans son arc-en-ciel. C'est là que j'ai laissé derrière les bouteilles le très petit lot de mes petites vertus. Un damné matelot qui aimait l'oseille m'en a tant fait voir que je me connais plus. Il m'a fait voir le ciel du Mexique et m'a balancé par un beau printemps. Parmi les cactus dans le décor classique où le soleil vous tue comme un bout portant. Un coq shanghaillé, un soir de folie, a pris son avenir comme un beau cadeau. Il lui a dit « Petite, il faut qu'on se marie, tu seras fleur d'un joli bistrot. » De tels boniments démolissent une femme. Elle se voyait déjà derrière ce comptoir. Les flics de couleur lui disaient « Madame ». Bref, elle gambergeait du matin au soir. Mon Dieu, ramenez-moi dans ma belle enfance, quartier Saint-François, au bassin du Roi. Mon Dieu, rendez-moi un peu
Pierre Macorlan fut marié en 1913 à Marguerite Luc. C'était la fille de Frédé, une grande figure de Montmartre et patron du Lapin Agile, que l'on voit ici en compagnie d'Aristide Bruand. Alors Aristide Bruand était le propriétaire du Lapin Agile et il avait demandé à Frédé d'être la direction du Lapin Agile. Alors directeur, c'était un grand mot, quand on voit quelques photos d'époque, ça plutôt ça. Enfin bon voilà, c'était le bon Lapin Agile de l'époque. Et là, il y a quelque chose de marrant pour voir de quelle façon, de marrant, oui, excusez-moi pour le terme, mais je ne vois pas d'autres mots, pour donner une idée de l'ambiance qui régnait dans ce cabaret. Ce tableau magnifique, coucher de soleil sur l'Adriatique de Boronali, est passé au Salon des Indépendants. Il a été salué par la critique, alors que sous contrôle d'huissier, ce tableau a été peint avec des pinceaux accrochés à la queue d'un âne. Donc c'est pour vous de le dire. Ils avaient accroché des pinceaux, ils trempaient dans un pot de peinture, l'âne remuait la queue, ça barbouillait la toile, et ça a fait ça. Ils ont inventé Boronali, ils l'ont fait exposer, et un des critiques a trouvé que c'était très bien. Donc ça vous donne une idée de l'ambiance quand même qui régnait à cette époque-là. En 1924, Pierre Macorlan et sa femme s'installent à Saint-Cyr-sur-Morin. Ils y vécurent ensemble pendant 52 ans. Et Marguerite Luc décède en novembre 1963. Un texte inédit fut retrouvé en 1978, 8 ans après la mort de Pierre Macorlan. Là encore, on va trouver le grand écrivain. Écoutez. Si je connaissais ton adresse, je pourrais t'écrire plus souvent. Les jours sont courts, les nuits me blessent, la chambre est vide pour longtemps. Les morts fuient sans laisser d'adresse. Ce n'est pas un hôtel meublé. Si ce n'est pas ça, dis-moi, qu'est-ce qu'un tombeau à perpétuité? Comment mieux exprimer le chagrin? Allez, plus gai. La liste de ceux qui sont passés par Saint-Cyr-sur-Morin est longue. Des amis, des copains. Brassens, Gréco, René Fallet, Monique Morelli, Jean-Pierre Chabrol, ce grand conteur cévenol, René Fallet, évidemment, le grand cinéaste aussi, qui a fait tellement de films. On ne peut pas les citer tous. J'ai un film que j'ai retrouvé sur l'INA, qui montre une soirée à Saint-Cyr-sur-Morin. Le mieux, c'est de vous montrer ce reportage. Allez, on va être invité, c'est une soirée, c'est pas une conférence, donc on va s'asseoir autour de la table, tout au moins on va l'imaginer. On va imaginer cette maison elle est magnifique, une petite maison, une petite longère, le feu de bois, et là il y a René Fallet, il y a Jean-Pierre Chabrol, et il y a Brassens, et il y a Pierre Macorlan. Et ça discute, et ça discute, et ça discute. Georges Brassens sera-t-il un jour de l'Académie, et de laquelle? Son amitié pour Pierre Macorlan de l'Académie Goncourt est en tout cas désintéressée. Souvent, à Saint-Cyr-sur-Morin, il retrouve chez l'auteur du Quai des Brumes, René Fallet et Jean-Pierre Chabrol, fréquentation très littéraire. Et la conversation des quatre ne manque pas de sel. Macorlan, 83 ans. L'an dernier, il a eu une phrase à me dire, là. Il a un petit bouton sur le nez. Alors le docteur lui dit, écoutez Pierre, je vais vous donner une petite pommade à la pénicilline, ça va passer en 48 heures. Il dit, surtout pas de pénicilline, je réserve ça pour mes vieux jours. On parle bien sûr des élections municipales, ce qui permet aux 12 anarchistes Brassens de placer un de ses aphorismes favoris. Tout le monde me le dit tous. Rappelle-toi, hier, tu me l'as dit. Qu'est-ce que je t'ai dit, hein? Oui. Hier, tu m'as dit ça. Que la majorité n'avait jamais raison. Mais ça a été valable hier, c'est valable aujourd'hui, et ça sera valable demain. C'est ça qu'il faut leur apprendre. C'est pareil. Quant aux perspectives académiques, il semble bien qu'elles n'empêchent pas Georges Brassens de dormir, ni surtout de chanter. Pourquoi? Il y a de rigolo, là, Espagnol et Kessel. C'est un plaisir qu'hélas, je ne vous en aurai pas. Vous ne croyez pas avec une atout, mais un bicorne. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère que mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits
un peu vieux. Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. La canne de Jeanne est morte au qu'il en neuf. Elle avait fait la veille la mesure. La canne de Jeanne ne laissant pas de bœuf, c'est nous autres qui eûmes les plumes et l'œuf. Car le cœur à 20 ans se pose où l'œil se pose. Le premier cotillon venu vous en impose. La plus âgée de près est un morceau de roi. C'est fluctuate mergiture, c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas les enfants de salauds, mais les amis franco de fort, les copains. J'aurais bien aimé être là. Ça fait presque une heure que je vous parle de Pierre Macorlan. Ça fait une heure qu'on chante Macorlan, qu'on chante Brassens, qu'on chante tout. On est presque arrivé au bout. Macorlan est décédé le 27 juin 1970 et il est enterré au cimetière de Saint-Cyr-sur-Morin. C'était un grand amateur de rugby, quelqu'un qui est amateur de rugby, qui aime Brassens, qui a rencontré Apolline, il ne peut pas être complètement mauvais, c'est pas possible. Et dans son cercueil, on a placé un ballon de rugby signé par tous les membres de l'équipe de France de l'époque. J'ai encore un petit film dont il parle, presque un film testamentaire, où il parle de ce qu'il faudra faire après lui. Et puis une petite chanson toute courte, très belle, un peu mélancolique. Puis après, pour finir quand même sur une note plus gaie, comme promis, puisque je vous ai parlé des progrès d'une garce avec Monique Morelli, donc on aura les progrès d'une garce illustrés sur un air de Java, et chanté par Monique Morelli. Là, on sera beaucoup plus gai. Allez, je vous laisse une dernière fois avec Macorlan. Tout ce que je demande, que j'ai pas assez planché, c'est l'oubli absolu. Plus de mémoire, rien du tout, enfin ce qu'on peut appeler l'anéantissement parfait. Voilà. Maintenant, comme pleurent les crânes gisantes, j'ai froid, j'ai faim et l'hiver vente. Un peu de bonté, s'il vous plaît. Écoutez la sombre histoire d'une fillette aux yeux doux qui s'auréola de gloire à la santé des filous. Que ceux-ci servent d'exemple aux libertins farfelus qui s'en vont prier au temple de la perfide Vénus. Le bel ange des familles ne bénit pas mon berceau. Quand je fus petite fille, je vécus comme un pourceau. Ma conduite scandaleuse attristait tout à chacun. Je devins entremetteuse au moment de mon éclat. Mais avant que de prouesse, de Zoé jusqu'à Poplard, avec Harriet la négresse et les enfants du hasard, avec ce Miller obèse qui but de la mort au rat, des mains de pâte irlandaise dans un verre de motard. Et j'appris le jeu classique chez Goethe de mes frères, une vieille aux yeux lubriques, mais qui n'en avait pas l'air. Je connus une cohorte de gentlemen amoureux, tel que le diable l'emporte, Monsieur Fred et ses aïeux. On lui passa une corde graissée autour de son cou. Il cria miséricorde, l'écho répondit coucou. Tout cela est bien minable, je n'en tirerai point profit.
je devins plus détestable en me gorgeant de whisky. Les coups de poing sur la gueule, dans ce webbing enragé, ravissaient les plus bégueules des fillettes des quartiers. Chez la mère Marie Coupe-Bourse, on buvait pour terminer. Et le gin de source pour abreuver le dossier.